Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire, et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le salon du livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, cap sur la Martinique. J'ai le plaisir de recevoir Nadia Chonville, docteur en sociologie, professeur d'histoire et géographie au lycée Victor Schœlcher en Martinique. Avec Nadia Chonville, nous allons échanger autour de son roman intitulé Mon cœur bat vite, publié cette année chez Mémoire d'Encrier. Bonjour Nadia Chonville. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Pour échanger avec Nadia, avec moi j'ai Christelle Ngoulou, que vous connaissez déjà, vous les auditeurs. Hein. Bonjour Christelle. Bonjour Assel, bonjour Nadia Chonville. Bonjour. Alors Christelle a lu le livre et je suppose qu'elle a beaucoup de choses à nous dire sur ce roman. Hein, Christelle? Absolument, j'ai énormément de choses à dire sur ce roman, mais comme le temps toujours ne nous permet pas de dire tout ce qu'on a à dire sur les livres, sinon on y passerait des heures. J'ai préparé une petite pour raconter un peu aux auditeurs et leur donner, j'espère, envie de découvrir ce magnifique roman que nous a offert Nadia Chonville. Je vais vous en parler en quelques mots. Alors, comme souvent les très bons romans, pour en avoir lu certains, Mon cœur bat vite de Nadia Chonville est une histoire de famille. Il est publié aux éditions Mémoire d'Encrier avec une superbe couverture dont on parlera probablement bientôt. Alors, l'histoire, c'est Kim et Edith sont frères et sœurs. Et demain a lieu le procès de Kim. Procès de Kim parce qu'il y a 5 ans, Kim a été pris d'une folie meurtrière et a entre autres tué le fils d'Edith. Il dit qu'il a voulu venger les femmes de sa famille. Mais la question c'est, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à exécuter son propre sang? Eh bien, la veille du procès de son frère pour l'homicide de son fils, Edith décide de revoir cette journée où tout a basculé. Comment fait-on pour revivre ce moment? Eh bien, il faut savoir que Edith et Kim font partie d'une longue lignée de prêtresses vaudou qui remonte à Ayo, leur ancêtre, une sorcière du Dahomey. Edith, l'aînée, a entre autres hérité de la capacité de naviguer entre les mondes des morts et des vivants. C'est de cette façon qu'elle nous amène au cœur de ce drame familial. Avec ce roman très fort, Nadia Chonville nous livre un roman sur la Martinique et, à mon sens, pour les Martiniquais avant tout. Et c'est l'occasion, grâce à ce roman, d'ouvrir des conversations sur les thématiques telles que la spiritualité, la famille, les questions de genre, l'importance de la transmission. Elle nous offre un roman qui ne laisse pas indifférent et que j'espère vraiment que vous allez découvrir parce que je vous le recommande chaudement. Madame Nadia Chonville, est-ce que vous souhaitez compléter cette description? Alors vraiment, merci beaucoup. Merci, c'était vraiment parfait. Parce que moi, j'ai toujours un petit peu de mal à expliquer. Alors, Kim a tué son neveu, sa sœur, enfin, le côté un peu... J'ai toujours du mal, je crois que je vais récupérer parfaitement les mots que vous avez dit, les pour résumer. C'était parfaitement résumé. Merci beaucoup. Oui, je crois que vous avez bien saisi l'essentiel de cette histoire et ça me touche beaucoup. Merci Alors, à vous. moi, j'ai envie de poser la question à Nadia, de savoir comment elle a eu l'idée de cette histoire, parce qu'elle est fascinante, elle est poignante. On le voit encore avec le résumé de Christelle, hein. Ça prend les tripes vraiment, cette histoire. D'où est venue l'idée de construire l'histoire de cette façon? Il y a eu plusieurs étapes dans la construction de ce roman, mais vraiment, je pense que le moment où ça a commencé à se mettre en place, est lié avec le titre. Et le titre, c'est un petit peu une private joke avec les Caribéens parce que il fonctionne, je pense, pour les gens qui ne la comprendront pas, mais
Mais pour les Antillais, ce titre-là veut dire quelque chose de très spécial, surtout dans ma génération, parce qu'il y a eu, je sais plus, 6 ou 7 ans maintenant, un buzz autour d'une vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux, où on voyait un jeune homme, enfin un homme, hein, pas forcément jeune, mais un homme rentrer dans un immeuble en criant au téléphone à une femme, Joëline, Joëline, tu me connais, mon cœur bat vite, je vais tout péter, mon cœur bat vite. Voilà, ça vous fait vous voyez déjà? Et donc, il y avait déjà ça. C'était ma première question, c'était j'avais envie de raconter l'histoire de la colère de cet homme et aussi l'histoire de la femme que l'on n'entend pas. Et à partir de là, il y a eu une opposition entre deux éléments, la colère et le silence. Mm. Et comment faire le lien entre la colère et les silences. C'est comme ça que cette histoire a commencé. Et puis ça s'est poursuivi après avec le mix qui a été fait et qui a rendu ce petit passage célèbre d'un DJ qui a monté en fait le mix Mon cœur bat vite. Et c'est la voix d'une petite fille ou d'une enfant en tout cas qu'on entend dire avec une toute petite voix Mon cœur bat vite, je vais tout péter. Et derrière, les mitraillettes. Et il y a une Ah, violence et une angoisse dans ce mix-là. Il y a une violence, une angoisse, quelque chose de très fort. Moi, j'aimerais bien rencontrer le DJ un jour d'ailleurs. oui. En parle parce que c'est vraiment en écoutant cette musique angoissante avec cette voix si douce et ces mitraillettes derrière que c'est posé petit à petit l'intrigue. Mm. Bon, je ne veux pas en dire plus, mais je pense que si vous avez lu le roman, vous comprenez le lien entre cette histoire et enfin entre oui ce buzz, cette histoire populaire et puis ce roman qui est aussi en quelque sorte un roman populaire. Tu voulais dire quelque chose, Christelle? En fait, c'était plus sur les silences et la colère. Et en fait, ce sont deux thématiques qui sont centrales dans le roman, du coup. Exactement. Voilà. Et du coup, est-ce que je peux poser ma première question? Ah oui, on est là pour ça. J'en ai tellement, Madame Janvy, j'en ai tellement, mais je vais me limiter. En fait, quand je lisais le roman, tout le long et à la fermeture de ce roman, il y a quelque chose qui m'est venu parce que, en regardant beaucoup de contenu d'Afro-Américains, souvent ils disent I am my ancestor wildest dream. Excusez la prononciation, hein. Je suis ce dont mes ancêtres ont rêvé. Oui, Et tout en à fait. lisant votre roman, la question qui me vient, c'est d'accord, mais quel ancêtre? Parce que on a dans le roman deux personnages principaux, donc Edith et Kim, qui tendent les Mhm. ancêtres, mais pas nécessairement les mêmes. Mhm. Et je voulais savoir justement si vous pouviez nous parler de cette lignée de femmes, de la différence entre, par rapport aux ancêtres, Ayo versus Léonide, et ce que vous vouliez faire passer comme message par rapport à ça. L'ancestralité, c'est vraiment un problème chez nous. C'est un problème historique et un problème politique aussi. L'accès à l'ancestralité, l'accès au passé, pouvoir savoir d'où on est exactement. Ça, c'est aussi une question qui m'a traversée dans la préparation du roman et qui explique certains scénarios, mais aussi certains silences du roman. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement d'où vient Ayo ou d'où viennent même d'autres ancêtres. En fait, on ne parle pas de tout le monde. On ne peut pas savoir pour tout le monde. J'ai fait le choix aussi de commencer cette lignée à la première personne qui pose le pied au bateau, en fait. La lignée commence dans le bateau négrier. Et on aurait pu le faire avant, mais moi, j'ai vraiment refusé parce que je considère que c'est notre réalité. Il se trouve qu'il y a ce trou noir du bateau, qu'avant le bateau, on n'a plus le lignage. Et ça, pour moi, c'est d'une grande violence, mais c'est une violence qu'il faut que l'on intègre dans notre façon de voir notre ancestralité. On a aujourd'hui des technologies qui essaient de nous permettre d'accéder en payant notamment. Oui. Je pense à la génétique, etc. Tout ça, c'était très en vogue pendant que j'écrivais. Il y a aussi une grande vogue de la généalogie, mais ça me pose beaucoup de problèmes parce que finalement, on a beaucoup plus de moyens de trouver et d'explorer notre lignage blanc que notre lignage africain. On peut le faire remonter très loin, alors que nous, on va quand même s'arrêter maximum au début du 19e siècle. Enfin, je dis même, ça peut aller un peu avant, hein. On peut, parfois, on y arrive, mais quand même, c'est très difficile. Et en fait, je trouve qu'il y a une espèce d'immense injustice. J'ai du mal à l'accepter. Donc, il faut faire... je me suis dit, si on a cette difficulté, si la technologie nous dit, si la science nous dit, voilà, je peux remonter jusqu'à tel point, mais après, je peux pas. Peut-être qu'il y a d'autres types de savoirs qui nous permettraient d'accéder aux choses qui sont opaques encore. Comment nous soigner, en fait? Est-ce qu'on est obligé d'utiliser ce type de technique ou est-ce que nous avons d'autres modes de réparation que nous pourrions avoir entre nos mains? Le roman ne répond pas forcément à cette question, mais il la pose. Il pose la question des savoirs
savoirs ancestraux face aux savoirs institués. Et si l'ancestralité est un problème, il se peut aussi qu'il y ait des solutions qui viennent de l'ancestralité. Donc ça crée une sorte d'œuf et de poule, vous voyez, c'est qu'on a voudrait avoir accès à l'ancestralité pour pouvoir résoudre nos problèmes vis-à-vis de notre ancestralité. Ça met le doigt sur une problématique qui est fondamentalement, qui est à la fois historique et politique. C'est très intéressant ce que vous dites. Comme je le disais en introduction, vous êtes docteur en sociologie. Comment est-ce que vous avez intégré ce savoir qui est la sociologie à votre travail pour justement aller chercher cette ancestralité-là? Bien, en fait, pour moi, ce sont deux choses différentes. J'ai toujours été romancière, vraiment, depuis, j'ai l'impression que je me souviens pas très bien quand est-ce que, je peux pas me souvenir depuis quand, parce que c'est quelque chose qui est vraiment, j'ai commencé à écrire pour écrire mes histoires. Je n'ai jamais été autre chose, en fait. Alors j'ai été beaucoup d'autres choses que sociologue, vous voyez. Je suis devenue sociologue parce qu'il y a un sujet qui était important et que j'ai mené jusqu'au bout. Mais c'était pas mon projet à la base. Moi, je voulais faire à Sciences Po Grenoble direction des projets culturels. Avant ça, j'étais passionnée d'astrophysique, je faisais pas mal de choses et en fait, j'ai d'abord été une scientifique, je voulais faire des sciences politiques ensuite quand j'ai été davantage dans le monde culturel, mais j'avais vraiment l'ambition de travailler, de demeurer dans le domaine culturel. Maintenant, je reviens à mes premières amours. C'est-à-dire que j'ai consacré une dizaine d'années à la recherche et je continuerai à en faire, mais je pense que je suis plus aujourd'hui dans le plaidoyer et que je me sens plus à ma place du côté du plaidoyer et que ça me permet aussi de dégager du temps pour la création littéraire, ce qui a toujours été mon objectif de vie. D'ailleurs, on m'a d'abord connue en Martinique en tant que romancière, hein, et quand j'étais adolescente, parce que j'ai commencé très tôt. Et puis après, je suis partie faire mes études. Quand je suis revenue, j'étais la sociologue et le travail que je fais, il est important aussi pour moi. Mais la littérature a toujours eu une place beaucoup plus importante dans mon projet de vie. Après, vous savez, c'est pas un vase communicant. C'est simplement que c'est quand même mon travail, donc ça me prend beaucoup de temps. Et l'expérience que j'ai du monde passe aussi par le prisme du regard sociologique. Et donc forcément, quand je raconte des histoires, eh bien tout ce que j'ai vécu dans ces longues années, journées, va se retrouver aussi d'une manière ou d'une autre dans la façon que j'ai de raconter les histoires et de poser certains points de vue, oui, c'est sûr. Quand j'échangeais avec Christelle sur le livre, on était fasciné par l'image vous appelez ça le mythe de la femme potomitan. Et on s'est dit, mais tiens, pour moi en tout cas, c'est la première fois que je voyais qu'on abordait cette thématique en termes de mythe. Alors que dans d'autres textes, c'est quelque chose de très concret, de très présent, mais vous parlez de mythe. Christelle, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais je voudrais que Nadia nous explique un peu comment elle approche cette thématique-là. Alors, le terme, il est très fort et c'est vrai qu'on a choisi aussi des termes forts dans le mouvement féministe en Martinique, pas que dans la recherche, hein. Ça résonne aussi avec le mouvement féministe. Moi-même, le mythe, on utilisait ça à un moment. J'utilise moins ce terme-là maintenant que, comme je vous dis, je suis plus dans le plaidoyer. C'est-à-dire que je fais beaucoup de vulgarisation scientifique et beaucoup de conférences, etc. Et en fait, maintenant, je parle carrément de l'arnaque. Tu vois, Ouais. Christelle, tu te souviens qu'on en a parlé, oui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne nie pas la réalité sociologique qui est que plus de la moitié des enfants grandissent dans un foyer où leur père est absent, que la monoparentalité, c'est un modèle familial en fait, hein, le pluripartenariat masculin aussi. Donc voilà, ça, ce sont des caractéristiques sociologiques qui sont là. Et d'ailleurs, dans mes romans, on va retrouver des familles, chefs de famille, c'est la mère. Voilà, donc même dans le roman de fantasy que j'avais fait avant, la fille était élevée essentiellement par sa mère. Enfin voilà, c'est notre famille, c'est tout. Et pour moi, c'est pas un problème. Déjà, il y a ça, c'est que c'est pas forcément un problème. On a longtemps considéré la chose comme pathologique parce qu'elle était différente de la France. Et ça, c'est quelque chose qui me posait aussi question. Je pense que nous, on va pas, comme ça, en claquant de doigts, faire des familles nucléaires. En plus, dans une situation où en France et en Europe, ça se casse la figure, cette affaire. Les gens divorcent, les femmes vivent seules aussi. Pourquoi le célibat, ne pas faire d'enfants? Il y a plein de questions aussi qui se posent comme ça. Pourquoi est-ce que nous, on devrait aller vers un modèle qui est déjà remis en question, qui est déjà has-been, en fait, en quelque sorte. Donc, du coup, nous, peut-être qu'on n'est pas arriéré, peut-être tout au contraire, qu'on est en avance sur certains points, ou si on essayait de mettre une hiérarchie. Et je pense que la hiérarchie n'a aucun sens. Je pense juste qu'il y a des situations et que ces situations ne sont pas forcément toujours comparables. Nous, notre situation familiale, elle est le résultat d'une histoire de résistance des femmes, de résistance des hommes, de stratégie de survie. Et dans ces stratégies de survie, on a trouvé des solutions, nos propres solutions. Et avec les contradictions qui vont avec la colonisation, hein, c'est que en même temps, on nous martelait la religion, etc. Et puis les normes coloniales et tout. Donc
C'est très compliqué, mais à l'arrivée, on a la situation qu'on a. Et je crois qu'il faut être fier aussi de ce qui fonctionne. C'est-à-dire que les femmes disposent chez nous d'une certaine liberté, dans le sens où si vous voulez partir, certes, il y aura des gens qui vont vous dire le mariage ou ça, faut pas partir, blablabla. Mais enfin, vous aurez aussi beaucoup de gens qui vous disent, mais casse-toi si tu veux te barrer. Enfin, franchement, tu vas t'en sortir. Regarde, je m'en suis sortie, j'ai élevé mes 2 enfants toute seule et ma mère, elle a élevé 10 enfants et il y en avait 3 de pères différents et le monde a continué à tourner. Et alors, là où c'est une arnaque, c'est que oui, il y a du positif, mais par contre, on passe beaucoup trop de temps à glorifier, à considérer que c'est génial et qu'il faut continuer comme ça, etc. Alors qu'en fait, les femmes qu'on dit potomitan, elles sont essentiellement pauvres. Elles sont souvent, enfin, si on regarde c'est quoi le modèle de la femme potomitan, c'est d'abord un modèle de misère et ce n'est pas un modèle de domination. Parce que l'arnaque, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une société, des gens ont l'impression qu'on est dans une société matriarcale, alors qu'on est dans une société profondément patriarcale dans laquelle la domination masculine s'exprime toujours très fortement. Là, c'est l'un des gros combats qu'on a ici, faire comprendre que ce modèle, la diffusion, la mise en valeur de ce modèle comme un modèle martiniquais glorieux, eh bien, c'est une arnaque pour nos petites filles, en fait. C'est pas qu'il y a tout à jeter, c'est loin de là. Mais il faut pas aller nous raconter que les femmes dirigent dans le pays. La seule chose qu'elles dirigent, c'est leur cuisine. Et le reste, je veux dire, dans le modèle du potomitan, quoi. Dans le modèle du potomitan, c'est ça. Ouais. Et le modèle de maman dans le roman se présente un peu ça, dire la femme potomitan contemporaine, et pas le mythe, pour le coup, que l'on a d'une femme qui a 10 enfants, qui a 2, 3 pères différents, qui vit seule, qui se sacrifie pour ses enfants et tout. Il y a très, très rares sont les femmes qui ont 10 enfants aujourd'hui. La plupart des femmes ont 1 voire 2 enfants et vivent sans le père de cet enfant. Et il y a parfois un homme dans la maison. Donc, c'est pas le mythe n'est pas raccord avec la réalité contemporaine, en fait. Donc, il faut critiquer ça. Et puis, il faut peut-être passer plus de temps à lutter contre les injustices, les violences sexuelles, tout ce qui ne fonctionne pas. Il faut passer plus de temps à travailler sur ce qui ne fonctionne pas qu'à entretenir une image erronée qui ne va pas aider nos petites filles, quoi. Sur la couverture du livre, qui est assez frappante, j'avoue que j'ai essayé de déchiffrer ce que je voyais sur la couverture, mais je n'y suis pas arrivée. Alors, je décris pour les auditeurs et Nadia me dira si je le fais bien. Alors, sur la couverture, on a une femme nue, une femme noire, qui a des doigts ensanglantés, les bouts des doigts. Elle a les jambes écartées, donc on peut voir un peu ses parties intimes, et très légèrement, c'est fait avec subtilité. Et sur la poitrine aussi, il y a des taches de sang. Mais j'ai essayé de comprendre. J'ai pas pu. Alors, Nadia, est-ce que tu peux nous dire ce que cette couverture veut dire? Ou alors tu veux garder le mystère? Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier? Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments? J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto-édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. Ah non, non, de toute façon, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art d'une artiste qui s'appelle Nadine Farage. Et le titre, déjà, c'est un titre qu'elle a repris d'un poème. L'artiste ne me revient pas le nom de la poétesse, qui dit Ages ago, every cell in your soul was capsized into an infinite golden sea. Moi, quand on m'a proposé la couverture, rien que le titre, d'avoir ce bout de poésie dans les dernières pages du roman, j'ai dit waouh, c'est magnifique. Parce que ça résonnait aussi avec l'infini océan, les âmes et tout ça. Je pensais à toutes ces
ces âmes, à ces millions de personnes qui reposent dans l'océan et qui ont été balancées à la mer, quoi. Enfin, c'est quelque chose de très fort quand même, hein, de penser ça. Voilà, donc il y avait ça déjà, cette noyade. Au début, moi-même, hein, je ne savais pas trop. C'est René Saint-Éloi, mon éditeur, et Yara El-Badiane qui ont choisi l'artiste, qui m'ont proposé des détails de cette œuvre qui est très grande, en fait. J'ai dit, celle-là, oui, ça résonne avec énormément de choses de l'histoire. Moi, j'adore, comme tu viens de le faire, entendre les lecteurs et les lectrices qui n'ont pas encore lu le livre, découvrir l'image et voir qu'est-ce qui résonne dans cette image. Et ensuite, comment les gens vont traverser le roman. Et à chaque fois, tu sais que tu reprends ton roman, tu vois la couverture. C'est ça. Et peut-être au fur et à mesure de la lecture du roman, tu comprends l'image. Donc ça, c'est un mystère. Il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux dans cette couverture qui attire l'œil. Ça, c'est le côté éditeur. Je pense qu'il avait aussi besoin d'une image un peu choc. Oui. Mais c'est aussi un artiste et c'est un poète. Ce sont tous les deux des poètes. Ils insistaient beaucoup avec moi sur la sororité poétique qu'il y avait entre Nadine Farage et moi sur les thématiques que nous abordons. Je suis vraiment contente de ce choix finalement. Ouais. En tout cas, c'est une image qui interroge, hein. Je ne sais pas ce que Christelle en pense parce que elle a une approche que j'aime beaucoup. Après qu'elle ait lu les livres, on en a discuté, qui est très spirituelle. J'aimerais entendre un peu son avis. Alors oui, effectivement, moi, c'est ce qui m'a le plus attiré dans le roman, c'est tout l'aspect spirituel et aussi surtout cette sororité, cette relation de femme à femme. La couverture, comme vous disiez, avec le sang et puis les parties génitales un peu. Et puis bah, moi, ça me ramène à l'utérus et qui, dans beaucoup de spiritualité, est un centre de pouvoir. Donc voilà pour moi la couverture, ce que j'y avais pensé. Je vais rebondir sur ce que Nadia Changi a dit. Et j'aimerais du coup embrayer sur une de mes questions. Parce que vous parliez de la littérature qui a toujours été une évidence pour vous. Et on voit bien que la littérature, c'est aussi un moyen de transmettre, de délier les langues, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et il y a une thématique centrale dans ce roman, c'est la thématique du silence. C'est-à-dire que ces femmes qui ont leur challenge quotidien, qui ont cette transmission comme ça là, dans la lignée de savoir, il y a énormément de silence. Il y a un secret de famille qui concerne Edith et Kim et leurs parents. Moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué la non-initiation de Kim, qui est aussi due à un ou des silences. Il y a aussi la référence au fameux silence Capon dans le roman. Donc, ceux qui liront, vous verrez. Et parallèlement à ça, on a le monde des morts qui est extrêmement bavard. J'en rigole parce que ils sont très bavards, ces morts. Ils ont tout le temps un truc à dire. Et il y a même une fameuse scène avec Kim qui est en plein débat. Et eux, ils n'arrêtent pas de lui parler. Et j'ai trouvé ça, moi, ça m'a fait rire. En tout cas, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en opposition, quand ces personnes sont vivantes, elles sont marquées par le silence. Il y a comme ça, avec leurs difficultés, avec leurs drames, un silence qui reste, qui est ancré. Et pourtant, une fois qu'ils sont morts, ils ont besoin de parler. Et je voulais que vous puissiez un peu nous parler de ça, s'il vous plaît. Ah oui, je crois que c'est que tout le monde a pu vivre ça, quelle que soit la culture, les origines, cette sensation que on voit partir des gens et on ne sait pas tout dit. Et on se dit, ah, mais j'avais su, je lui aurais dit ci, je lui aurais dit ça, on aurait dû parler de ci, de ça, j'aurais dû lui poser telle et telle question. Moi, c'est ma grand-mère qui est partie. Elle était déjà très fatiguée et je voulais lui poser des questions sur une partie de sa vie sur laquelle j'avais l'impression que quelque chose ne collait pas, sur son enfance. Quelque chose ne collait pas. Et de ce qu'on me racontait, le mythe familial, si vous voulez, entre le mythe familial et quand je recolle tous les morceaux, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui ai demandé un jour, j'aimerais que tu me racontes ça. Elle m'a demandé de repasser un autre jour et quand je suis revenue, elle m'a dit, je ne peux pas t'en parler si je suis trop fatiguée pour revenir sur ça et si je t'en parle, ça me tuera. Et je ne lui ai jamais du coup reparlé de cela parce qu'elle n'est jamais allée mieux. Et je garderai toujours le regret de ne pas avoir pu lui poser la question plus tôt parce que j'étais en études ailleurs, qu'on n'a pas passé assez de temps ensemble. Il y a beaucoup de choses que je lui reprochais. Et finalement, c'est après son décès que je suis entrée en conversation avec elle. Et avec ma famille, ma petite famille, j'étais enceinte, on allait sur son tombeau et je lui ai parlé. Enfin, ce sont des choses comme ça. Et je m'imagine bien ma grand-mère, maintenant qu'elle est je ne sais où, imaginons que si elle est quelque part, elle a retrouvé toute l'énergie qu'elle avait auparavant et elle doit bien être en train de babiller sur moi.
Et voilà, j'aurais aimé pouvoir la trouver, traverser les temps et la trouver à un autre moment et m'asseoir avec elle et avoir une discussion franche entre femmes et pas entre. Et en fait, le seul moment où on peut se retrouver tous, c'est tout à l'âge adulte, en fait. Le seul moment où on peut se retrouver tout à l'âge adulte au même rang de connaissance de la vie, c'est lorsqu'on a trépassé. Vous voyez ce que je veux dire? On ne trépasse pas au même moment, mais bon, on ne trépasse pas non plus au Tout même à fait. âge. Mais on passe, c'est pour ça que j'aime bien le mot trépasser, c'est le passage, vous voyez. On passe à un stade où on a toutes vécu. Et donc, si on se retrouvait à la table, là, comme ça, quand on a toutes vécu, on n'aurait pas les mêmes discussions parce qu'il y aurait plus cette espèce de rapport hiérarchique qui nous empêche de prendre la parole, etc. Voilà, j'imagine que toutes ces femmes, lorsqu'elles se retrouvent de l'autre côté, se parlent avec une franchise qu'elles n'ont jamais eue lorsqu'elles étaient de ce côté, de notre côté. Donc, voilà. Je voudrais lire un extrait et je voudrais que vous puissiez un peu nous en parler parce qu'il revient 2 ou 3 fois, voire même plus dans le roman et j'ai trouvé ça tellement beau. Et je voulais que vous nous en parliez un petit peu. Car c'est dans les racines de tes cheveux noirs qu'est gardée la puissance. Car les tourbillons de tes boucles sombres codent notre secret. Car dans la tempête de tes mèches montantes se brisera le sceau du silence. C'est une incantation qui a été écrite par Ayo. Dans sa langue, d'ailleurs, quand je dis qu'il y a des silences sur l'ancestralité, par exemple, on ne dit jamais de quelle langue précisément parlait Ayo. Mais en tout cas, elle dit à un moment, bon, je préférais ma version dans ma langue, mais en français, c'est. Et ça résonne, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est pas pour rien que j'ai mis ça résonne avec plein de choses. Et donc, c'est une incantation qui les protège notamment de cette fameuse traversée. Mais surtout, j'avais vraiment envie d'accrocher ces savoirs-là aux cheveux. Parce que je trouve, en tout cas dans ma génération, mais je pense que ça a été le cas vraiment dans toutes les générations de femmes qui ont vécu de ce côté-là de l'océan, que le cheveu était l'un des lieux du secret, était l'un des lieux aussi de la résistance et de la grande résistance aussi des femmes à l'oppression, à l'esclavage et à la tentative de déshumanisation. C'est un lieu de savoir, les cheveux. Et moi, je l'ai vécu dans ma chair, vraiment, ce moment où on fait le fameux Big Shop, vous savez, vous coupez les cheveux défrisés. Moi, j'ai vécu à l'époque où Juliette Esmeralda, enfin, j'étais ado à l'époque où Juliette Esmeralda sortit Peau noire, cheveux crépus, où on a coupé nos cheveux défrisés et à un moment où je devenais adulte en même temps. Et donc, du coup, ça, c'était un moment et je l'ai fait aussi. Ma mère a embrayé après. Et après, dans toute ma vie d'adulte, les savoirs autour des cheveux, c'était vraiment, je ressens cela comme un savoir ancestral avec sa transmission, mais un savoir, vous savez, qui est pas mis dans du formol, que l'on s'approprie génération après génération. Et les femmes de cette lignée aussi ont des savoirs qu'elles s'approprient de génération en génération, qu'elles vont adapter, qu'elles vont utiliser comme moyen de résistance à l'oppression, selon les oppressions qu'elles rencontrent à chaque génération. Donc c'est ça que ça dit. C'est que dans ces mèches montantes, il y a un secret. Ces mèches montantes, elles codent le secret. Le fait qu'elles codent, c'est parce que c'est un savoir, c'est de la science. Il y a quelque chose de tout aussi scientifique que d'autres codes qu'ont les gens qui vous oppriment. Peut-être que vous n'avez pas ces codes-là, mais vous avez vos propres codes et eux ne les comprennent pas. Et ils n'ont pas, on n'a pas à leur offrir forcément les clés de nos codes. Ils ne nous offrent pas facilement les leurs. On ne les empêche pas non plus d'y entrer, mais il faut un effort pour entrer dans ces codes. C'est un problème à la fois aussi parce que ça veut dire que même entre nous, nous pouvons jalousement garder ces secrets. Et du coup, c'est quand même cette incantation, elle est une solution, mais elle est aussi un problème puisqu'elle fait partie du problème du silence. Voilà. C'est vrai que c'est central dans le roman. Ça m'interpelle parce que je me suis posé la question du choix de genre littéraire pour transmettre votre message. Et j'ai l'impression, vous allez me dire si c'est faux ou pas, j'ai l'impression que le fantastique s'est imposé à vous parce que c'était le seul espace où vous pouvez justement
parler de ces incantations, Oui. de ces passages entre les différents mondes? Alors, le mot fantastique, c'est tout un débat avec mes camarades, mon éditeur. D'ailleurs, il apparaît dans le roman, dans la présentation du roman. Et je peux comprendre parce qu'il faut même bien choisir un genre, mais c'est vrai que ça me gêne jusqu'à maintenant. Parce que moi, je considère que la détermination dans la littérature européenne de ce qui est fantastique, elle a quelque chose déjà de très colonial et écrasant. Parce qu'en fait, elle détermine ce qui est vrai, ce qui est sérieux, et puis à côté, un genre différent du roman Ouais, qui parlerait de choses qui, en fait, sont dans l'obscurantisme, c'est dans une ça. forme d'absurdité finalement, des choses qu'on ne voit pas, les fantômes, etc. Enfin, en fait, il y a une forme de mépris euh, pour ce type de savoir. Et ça me pose un problème. Alors, je suis plus satisfaite par la notion de réalisme magique. Si on considère la magie, encore une fois, pas comme quelque chose qui n'existe pas, un truc de gamin ou quoi, mais vraiment comme un savoir, parce qu'il y a des savoirs magiques, c'est-à-dire pour moi, des savoirs qui font le lien entre les choses visibles et les choses invisibles. Là, ça me convient davantage, déjà parce que c'est un terme qui n'a pas été apposé à nous, qui vient des Amériques, donc qui fonctionne plutôt avec mon contexte, voilà, qui se place en fait dans un champ qui me convient davantage. Donc je crois que ces textes-là résonnent avec moi. Donc pour moi, le roman que je fais, c'est de la littérature, c'est tout, c'est un roman. On n'a pas à le mettre dans une catégorie particulière. Comme je vous ai parlé de mes discussions avec ma grand-mère, je pense qu'il y a des gens qui peuvent lire le roman et ne pas du tout considérer que ce qu'ils disent dans le roman est de l'ordre du fantastique. Mhm. On parlait du vaudou tout à l'heure. Est-ce qu'un roman dans lequel on parle de la transsubstantiation lors d'une messe ou bien de la fête de Noël où on célèbre le jour où est né un enfant et la femme était vierge après, Tout à fait. est-ce qu'on va dire que ces romans sont des romans fantastiques Fantastique, c'est qui ça. évoquent Mm. des moments mystiques, des moments religieux? Non, on va dire que c'est de la littérature, que c'est du roman. C'est parce qu'on part du principe que la mystique chrétienne possède une forme de vérité que ne pourrait jamais posséder la mystique vaudou. Donc ça, c'est quelque chose c'est pour ça que je vous disais au début de ma réponse que c'est quelque chose de profondément colonial qui me pose problème. Très intéressant. Ça a répondu à ma question que j'avais aussi en tête, qui était de savoir comment est-ce qu'on parle du fantastique quand il s'agit de quelque chose que les gens vivent au quotidien. Mais c'est un débat, c'est un grand débat. J'écris aussi des textes afrofuturistes et on dit que c'est afrofuturisme, mais en ce moment, on est en train vraiment de réfléchir à la dénomination depuis la Caraïbe. On est vraiment la question de la dénomination. Tu réponds là, tu vois, mais en fait, je ne sais pas si j'apporterai la même réponse précise dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est vraiment un débat passionnant et important. En tout cas, moi, Mm. j'aime bien l'idée c'était quoi, réalisme magique. Réalisme magique, oui, le Oui, j'aime réalisme. beaucoup ça. Réalisme Je pense qu'on va l'adopter, hein, Christelle. Eh bien. Alors, est-ce que j'ai droit à une dernière question ou pas? Je te retourne la parole, Christelle. J'ai droit à une dernière question et voilà, juste pour souligner la difficulté de mon choix par rapport à la question, je tenais à dire que il y avait aussi la thématique du départ de la Martinique, de cette immigration, de cette fuite des cerveaux, qui m'a rappelé aussi un petit peu comment c'est, par exemple, au Congo d'où je viens, après le bac, Mais les parents cherchent toujours un endroit où t'envoyer. C'est un passage, c'est normal, c'est même vu comme un privilège. Et là, dans ce roman, c'est débattu. Mais je sais que c'est oui. un sujet qui vous tient à cœur. Je sais qu'il y a une association dans laquelle vous travaillez qui vous tient à cœur. Mais moi, je vais parler, comme pour le temps qui me reste, je voudrais parler du corps. Le corps que l'on veut quitter, ce corps qu'on refuse d'habiter par moments parce que les choses sont tellement douloureuses. Et enfin voilà, il y a l'exemple de Kim qui est transgenre, il y a l'exemple de ce corps quitté par Edith par rapport à ses traumatismes d'enfance, et puis aussi ce traumatisme qui intervient à l'âge adulte avec la perte du fils. Mhm. C'est-à-dire que habiter le corps devient vraiment douloureux et difficile. Voilà, et je voulais, si vous pouviez nous en parler pour terminer. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter aussi dans ma chair, que j'ai déjà abordé dans un roman précédent d'ailleurs, mais je ne sais pas si peut-être qu'un jour on en parlera. Mais en tout cas, cette nécessité, vous l'avez très bien dit, en fait, ça m'émeut parce que c'est ça, c'est cette nécessité que l'on a de quitter son corps, de ne pas rester dans son corps parce que rester dans son corps est insupportable. Et à la fois, c'est quelque chose qui est assez douloureux parce que vous vous sentez dépris, vous sentez que vous perdez votre liberté, que quelque chose vous échappe, que vous n'êtes plus maîtresse de votre corps.
Et d'un autre côté, ce que l'on apprend après de tels événements, c'est que c'est une stratégie de survie. Et je trouve que ça résonne très bien avec mon peuple, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un peuple de résistants, de résistantes, mais aussi un peuple qui a développé des stratégies de survie. Et donc, j'avais envie et je crois que je continuerai à explorer cela, la façon dont notre corps, parce qu'on voit très bien comment consciemment, avec voilà, nos décisions cérébrales, on va dire, on a pris des décisions de résistance et de marronnage, et comment en fait notre corps peut marronner aussi, peut décider aussi de nous faire marronner, de nous marronner. Je pense que voilà, cette question du marronnage, elle est très présente dans ma génération artistique, et je pense que elle a toujours été présente en fait chez les artistes caribéens, et elle devra l'être toujours parce que nous sommes un peuple marron. Même nos ancêtres n'ont pas tous été marrons. Vous savez, c'est ces personnes mises en esclavage qui s'enfuyaient. En fait, on ne marronne pas ce que l'on travaille dans le domaine artistique actuellement et avant aussi. C'est qu'on ne marronne pas que en partant dans la forêt en courant. Il y a mille manières de résister, de marronner. Et je crois que même des personnes qui étaient dans la pire des situations, même aussi dans les périodes coloniales, hein, pas que pendant l'esclavage, ont pu marronner à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est-à-dire quitter leur corps et aller ailleurs. Et cette affaire de l'entre-deux-mondes et des vévets qui sont dessinés sur les murs et qui permettent de traverser vers un ailleurs, de s'enfuir, mais aussi de revenir. C'est pas une fuite, c'est pas un exil en fait que l'on fait de son corps, c'est une pause que l'on fait de son corps et qui permet de se ressourcer, d'aller chercher de la puissance là où elle se trouve pour y revenir, pour revenir dans son corps. Le marronnage, c'est pas un exil, il y a quand même l'objectif après de retrouver un chez-soi. C'est peut-être pas le même, il aura peut-être été transformé, mais nous aurons été les actrices et les acteurs principaux de cette transformation aussi, de façon spirituelle ou de façon concrète. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, ça me touche qu'on finisse sur ça, parce que c'est quelque chose sur quoi je veux continuer à travailler, parce que je crois qu'on n'en parle pas assez, et que nous avons peut-être des ressources, justement des savoirs qui permettent d'explorer cette question, qui nous parle parce que nous sommes une société traumatisée. Nous, peut-être les gens qui nous écoutent ou vous-même aussi, vous en avez, vos peuples ont pu connaître aussi leur somme de traumatisme. Et nous, notre terre est traumatisée, notre peuple est traumatisé, a subi un traumatisme pluriséculaire et dont certains aspects ne sont pas terminés. Le passé n'est pas passé. Et donc, nous avons encore le besoin de marronner intérieurement et extérieurement régulièrement. Donc, je vais continuer à l'explorer, et je pense que ça résonnera aussi avec beaucoup d'autres gens dans beaucoup d'autres situations. Mais c'est vraiment super de terminer par cette note-là, parce que c'est aussi en même temps, je pense, une note d'espoir, une note de montrer que au bout du tunnel, il y a la lumière, hein, parce que ce marronnage-là, comme Nadia l'a si bien dit, c'est d'aller se ressourcer, se refaire une santé pour pouvoir réhabiter son corps, et peut-être pas de la même manière, mais au moins d'une manière supportable, ou d'une meilleure manière en tout cas. On marronne pas forcément seul, on marronne souvent seul, mais dans cette solitude, parfois, eh ben, on arrive à un Oui. entre-deux-mondes, qui est celui que j'ai dit là, mais qui peut aussi être dans le monde visible, où on rencontre d'autres personnes comme nous qui ont aussi marronné. Et c'est là que se créent des miracles aussi. Je rajouterais aussi ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux cheveux naturels. C'est aussi une partie de ce marronnage-là. Voilà. Merci Nadia Chonville, merci vraiment pour cet entretien hyper enrichissant, qui donne envie d'aller creuser encore un peu plus sur les thématiques que nous avons abordées. Ça, je vous avoue que ça m'a ouvert des portes que je sentais. Je l'ai expliqué à Christelle d'ailleurs. Je ressens des choses. Ben, c'est pas des choses extraordinaires. On va dire, je suis beaucoup plus sensible à certaines choses. Et ça m'a invité à explorer davantage ces choses-là pour les comprendre. Voilà. Et merci pour ce beau livre. Merci. Merci à toi, Merci. Christelle. Est-ce que tu as un Merci. dernier mot? Oui, merci Madame Chanville d'avoir fait le job, comme j'aime dire, parce qu'il y a beaucoup de choses douloureuses à explorer, je pense, d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'une nation, d'un peuple. Et donc, merci vraiment d'avoir fait ce boulot, et merci aussi de nous avoir donné l'opportunité d'ouvrir des conversations. Et comme Assel disait,
ça nous a ouvert énormément de conversations et j'espère que chez vous, il a été reçu de la même manière parce que ça dépile tellement de choses. Donc voilà, un grand merci du fond du cœur vraiment et merci à Celle pour l'opportunité de participer à ce podcast. Merci. Ouais, c'est moi qui vous dis merci toutes les deux. Nadia, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? À bientôt, hein, surtout. On se retrouve à travers les lignes ou bien autre part. Voilà, à bientôt. À bientôt, merci, à bientôt. Bye bye. Au revoir.